À 2h47, le silence n'est pas la paix, c'est un piège. En quelques heures, l'opération prévue comme une correction bascule parce que la surprise était déjà surveillée, puis retournée. Et si la vraie cible n'était pas un homme, mais votre peur avec Ibrahim Traoré? Car derrière les tirs, une autre guerre s'ouvre, celle des contes, des récits, des loyautés. Quand les communications se taisent, la confiance devient la ligne de front et chaque hésitation coûte plus cher qu'une balle. Au matin, l'arrestation d'un officier et le gel d'avoirs annoncent un changement. Le pouvoir financier cesse d'être intouchable. Cette histoire promet une chose précise: comprendre comment un pouvoir survit quand la peur échoue et pourquoi cela change les règles pour un pays entier. L'enjeu n'est pas seulement politique, il est économique, social et symbolique, car une tentative de basculement ratée laisse toujours des traces mesurables. Ici, il s'agit de voir comment une opération pensée pour être rapide et silencieuse se transforme en révélateur de failles internes, mais aussi de soutien inattendu. Ce récit ne cherche pas l'héroïsation facile, il examine les mécanismes: renseignement, loyauté, argent, communication, timing. Ce que vous allez suivre permet d'identifier où le scénario a déraillé, qui a sous-estimé qui et pourquoi certaines décisions prises en quelques minutes pèsent ensuite pendant des mois. L'objectif est clair: vous donner des clés pour lire les événements au-delà des slogans et mesurer ce que ce moment signifie pour la stabilité, la souveraineté et la confiance publique. Voici une petite révélation. En moins de 30 minutes, entre 2h47 et 3h15, le scénario bascule. Le chiffre qui compte n'est pas seulement l'heure, mais la coordination déjà compromise autour d'Ibrahim Traoré. Ce renversement n'apparaît pas par hasard. Des semaines d'auparavant, des signaux faibles avaient été relevés: une fréquence de communication récurrente, des schémas d'ordre trop réguliers, une confiance excessive dans le silence nocturne. Le plan misait sur une décapitation rapide, sans chaos visible, puis sur l'annonce d'un nouvel ordre au matin. Or, la surprise, cœur de ce type d'opération, s'était érodée. La nuit devait masquer les mouvements. Elle a surtout révélé des habitudes. Dans le palais, la réaction n'est pas une fuite. La question posée n'est pas tactique, elle est politique. Qui est encore loyal? Cette interrogation recentre l'événement sur l'intérieur du système, là où une tentative de prise de pouvoir a besoin d'au moins une porte ouverte. Le contexte devient alors décisif. Le pays traverse une période de tension sécuritaire avec une population sensibilisée aux enjeux de souveraineté et aux récits de manipulation. La promesse d'un basculement propre sous-estime ce facteur humain. À l'extérieur, la ville n'est pas endormie. Les communications informelles s'activent, les téléphones s'allument, les rumeurs circulent plus vite que les ordres. Ce n'est pas une mobilisation structurée, c'est une présence graduelle. Elle change l'équation sans tirer un coup de feu. Les assaillants anticipaient une paralysie. Ils rencontrent une visibilité. Ce contexte explique pourquoi, lorsque les premières arrestations surviennent et que les circuits financiers sont évoqués, l'événement dépasse l'affrontement militaire. Il devient un test de légitimité. La scène n'oppose plus seulement des unités armées, mais deux conceptions du pouvoir. À ce moment-là, Ibrahim Traoré n'est plus seulement une cible. Il est le point de convergence d'une attente collective que le plan initial n'avait pas quantifiée. Le fil conducteur de cette séquence n'est pas un général anonyme ni une unité d'élite, mais une série de gestes ordinaires qui produisent des effets immédiats. Dans la cour, un officier intermédiaire transmet des ordres simples, sans emphase, visant surtout à éviter la panique. Cette retenue empêche l'escalade. Elle crée un espace où l'information circule mieux que la peur. Un premier micro-cas éclaire la dynamique. Un jeune soldat, posté près d'un accès secondaire, reçoit des instructions contradictoires à quelques minutes d'intervalle.
Au lieu d'agir, il attend une confirmation. Ce délai, court mais décisif, empêche une rupture de la chaîne de contrôle. La tentative de saturation échoue là où elle devait réussir, dans la confusion. Un second micro-cas se joue hors du périmètre. Des civils approchent, d'abord dispersés, sans coordination formelle. Leur présence modifie le calcul des assaillants. Tirer devient un risque politique, pas seulement tactique. L'effet est immédiat. Hésitation, ralentissement, perte d'initiative. La pression change de nature. À l'intérieur, la décision de ne pas fermer totalement les accès redéfinit la frontière entre sécurité et isolement. Ce choix, risqué sur le plan doctrinal, réduit pourtant la probabilité d'un affrontement net. Il transforme une défense militaire en défense communautaire, sans proclamation ni symbole excessif. Ces effets précoces ne gagnent pas la nuit à eux seuls. Ils déplacent cependant l'axe du pouvoir de la force brute vers la légitimité perçue. En quelques minutes, l'opération pensée comme administrative devient visible, donc vulnérable. Le point essentiel tient en peu de mots. Quand la peur ne bloque plus, le plan s'expose. Avant 2h47, le plan repose sur une hypothèse simple: frapper vite, contrôler l'information, puis annoncer un fait accompli. Après 2h47, cette hypothèse commence à se fissurer. Le déclenchement ne produit pas l'effet attendu parce que la réaction interne ne correspond pas au scénario anticipé. Les premières minutes sont décisives. Les assaillants progressent en formation, convaincus que la surprise suffit. Or, les mouvements observés sont déjà intégrés dans une lecture plus large, construite en amont. Le pic de la séquence arrive quand l'échange de tirs reste limité. Cette absence d'escalade immédiate est contre-intuitive pour une opération de ce type. Elle indique que l'objectif n'est pas la bataille ouverte, mais la vitesse politique. C'est précisément là que l'initiative change de camp. À l'intérieur, les ordres donnés privilégient la tenue des positions et la clarté des chaînes de commandement. À l'extérieur, les signaux visibles, lumière, mouvement contrôlé, absence de panique, contredisent le récit d'un effondrement imminent. Ibrahim Traoré se trouve alors au centre d'une décision clé: ne pas fuir, ne pas surréagir et ne pas transformer l'attaque en symbole de faiblesse. Cette posture n'est pas héroïque au sens narratif, elle est stratégique, elle vise à gagner du temps. Chaque minute sans chaos public réduit la probabilité d'un ralliement opportuniste. Le calcul est froid. Plus l'événement dure sans basculement clair, plus les soutiens implicites hésitent à se dévoiler. Le pic opérationnel se déplace ensuite vers un autre terrain. Les communications des assaillants deviennent erratiques. Des ordres se perdent, des confirmations n'arrivent pas. Cette friction interne ralentit la progression et ouvre une fenêtre. À ce moment, la rue entre dans l'équation, pas comme force organisée, mais comme présence cumulative. Quelques dizaines deviennent des centaines. La visibilité augmente. L'option d'un assaut frontal se charge d'un coup politique immédiat. Les répliques suivent rapidement. Les unités loyales, jusque-là prudentes, interprètent la situation non plus comme un coup réussi, mais comme une tentative en échec. Le premier domino tombe avec l'arrestation d'un officier clé, surpris hors de toute posture de commandement. Aucun affrontement majeur n'accompagne cette arrestation. Ce détail compte. Il signale que l'autorité ne se reconstruit pas par la violence, mais par la perte de crédibilité du camp adverse. À partir de là, la dynamique s'inverse. Ce qui devait être silencieux devient exposé. Ce qui devait être rapide s'étire. Les répliques ne sont pas militaires, mais politiques et financières. L'événement quitte la cour du palais pour entrer dans les bureaux, les banques, les circuits de décision. La ligne des événements montre alors une chose claire: l'échec ne vient pas d'une erreur unique, mais d'une accumulation de petites résistances non anticipées. La nuit se termine sans victoire spectaculaire, mais avec un déplacement durable du rapport de force.
Le plan initial est neutralisé non par un choc, mais par une série de décisions qui transforment le temps en allié. Ibrahim Traoré sort de cette séquence non pas renforcé par la force, mais par la démonstration que le scénario adverse ne fonctionne plus dans les conditions présentes. Avant l'événement, la norme implicite était l'impunité financière. Après, 113 avoirs sont gelés et un flux de 28 millions de dollars est exposé. Ce delta matérialise le basculement. L'argent, jadis bouclier, devient pièce à conviction. Un premier indicateur apparaît. 28 millions de dollars mobilisés pour l'opération. Ce montant révèle une planification longue, transnationale et coûteuse. Ce chiffre ne décrit pas seulement une caisse noire, il signale une architecture. Sociétés écrans, factures de couverture, transferts fractionnés, saut de juridiction. Le rythme des mouvements, plus que le total, indique une stratégie d'évitement conçue pour survivre à des contrôles ordinaires. Le financement n'était pas accessoire. Il était la colonne vertébrale d'un scénario pensé en phase, du choc initial à l'asphyxie économique. Un deuxième indicateur se détache. 113 personnes visées par le gel d'avoir, cela montre l'existence d'un réseau, pas d'acteurs isolés. Ce nombre suggère une distribution fonctionnelle: logisticiens, relais médiatiques, facilitateurs financiers, protecteurs administratifs. En gelant simultanément, l'État réduit l'arbitrage individuel. Aucun acteur n'a le temps de se désengager sans exposer les autres. La mesure vise moins la punition immédiate que la rupture des incitations. Elle coupe la circulation, pas seulement les comptes. Un troisième indicateur est décisif. Une fenêtre critique d'environ 30 minutes entre 2h47 et 3h15. Ce laps de temps prouve que la surprise était déjà érodée. Dans ce créneau, la chaîne de commandement adverse accumule des frictions, confirmation manquante, hésitation, ordre contradictoire. Ce n'est pas l'absence de force qui pèse, mais l'incapacité à convertir la vitesse en légitimité. Le temps devient un multiplicateur inversé. Chaque minute sans basculement public renchérit le coût politique de l'assaut. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une logique claire. Le financement devait créer un fait accompli rapide, puis soutenir une phase économique destinée à forcer l'acceptation. Or, la réaction institutionnelle inverse le vecteur. Elle frappe la liquidité, expose les circuits et déplace le conflit vers le terrain légal et bancaire. Ce déplacement est décisif car il est si lisible par la population et par les partenaires régionaux. La décision d'exécuter les gels immédiatement attribuée à Ibrahim Traoré dans le récit public n'est pas présentée comme une vengeance. Elle est cadrée comme sécurité nationale. Ce cadrage compte. Il réduit la contestation procédurale à court terme et accroît la coopération des intermédiaires financiers. Les banques, sommées d'agir sans délai, deviennent des acteurs de stabilisation plutôt que des arbitres prudents. Enfin, la quantification change le récit. Les chiffres ancrent l'événement au-delà des symboles. Ils rendent vérifiable ce qui, sinon, resterait allusif. En passant de la rumeur au nombre, l'État transforme une nuit en dossier. Le delta, de l'impunité à l'exposition, n'est pas abstrait. Il est mesurable, traçable et reproductible comme méthode. C'est là que la tentative initiale perd son avantage structurel. L'argument le plus solide du camp critique affirme d'abord que la riposte est excessive et risquée. Selon cette lecture, geler des avoirs à grande échelle crée un précédent dangereux, fragilise la confiance des investisseurs et politise l'appareil financier. Le raisonnement est cohérent. Si l'argent peut être immobilisé rapidement, alors l'arbitraire semble possible. À court terme, cela pourrait durcir les lignes, pousser des capitaux à la fuite et alimenter un récit d'instabilité institutionnelle.
Un second argument soutient que la légitimité populaire est volatile. La présence civile réelle cette nuit-là ne garantirait pas un soutien durable. L'histoire régionale offre des exemples où l'adhésion initiale s'est érodée sous la pression économique et sécuritaire. Dans cette perspective, transformer un épisode en mandat implicite serait une erreur de lecture. L'émotion ne remplace pas la gouvernance et l'exposition médiatique peut amplifier des attentes impossibles à satisfaire. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les éléments disponibles dans le récit les affaiblissent. D'abord, sur le risque financier. La mesure n'est pas présentée comme punitive, mais comme opération de sécurité nationale. Cette qualification n'est pas rhétorique. Elle explique la simultanéité, la coopération bancaire immédiate et l'absence de négociations discrètes. Le gel vise les circuits liés à une tentative de déstabilisation, pas l'économie productive en général. En pratique, la rapidité réduit l'arbitrage opportuniste et limite la contagion. Ensuite, sur la volatilité du soutien, la nuit ne montre pas une foule mobilisée par un mot d'ordre, mais une présence cumulative née d'informations circulant plus vite que les ordres adverses. Ce détail compte. Il suggère une capacité d'auto-organisation minimale suffisante pour changer le calcul politique des assaillants. La suite renforce ce point: arrestation sans affrontement majeur, exposition de flux financiers, procédure rendue visible. La légitimité n'est pas seulement émotionnelle, elle est procédurale. Enfin, l'argument selon lequel l'action serait purement personnelle ne tient pas face à la séquence institutionnelle décrite. Ibrahim Traoré apparaît comme un point de décision, mais l'exécution implique des services de renseignement, des banques et des cadres juridiques existants. Ce n'est pas l'improvisation qui domine, mais l'alignement rapide d'acteurs. La réfutation ne nie pas les risques. Elle montre que dans ce cas précis, l'inaction aurait coûté davantage. Le cœur du débat n'est pas la perfection de la réponse, mais sa capacité à déplacer le conflit vers un terrain où la force brute perd son avantage. Ce moment marque le basculement le plus discret, mais le plus déterminant de toute la séquence. Jusqu'ici, l'événement pouvait encore être lu comme une confrontation militaire ratée. À partir de là, il devient autre chose, une lutte pour définir qui détient la légitimité d'agir au nom de l'État. Le point clé n'est pas l'ouverture physique des accès, mais l'ouverture politique de l'espace décisionnel. Lorsque les portes cessent d'être un symbole de forteresse et deviennent un seuil traversable, la logique change. La protection ne repose plus uniquement sur des armes, mais sur la visibilité. Les assaillants perdent l'avantage de la distinction claire entre cible et non-cible. Chaque action potentielle entraîne désormais un coût narratif immédiat. Cette exposition neutralise la vitesse, qui était l'atout principal du plan initial. Ibrahim Traoré comprend alors que le risque n'est plus seulement sécuritaire, mais symbolique. Fermer aurait signifié accepter une guerre courte et lisible. Ouvrir transforme la situation en dilemme insoluble pour l'adversaire. La présence civile n'est pas organisée ni encadrée. Justement, elle échappe au schéma de contrôle prévu. Elle impose une incertitude que les calculs initiaux n'avaient pas intégrée. À ce point précis, la tentative de prise de pouvoir cesse d'être une opération. Elle devient un test public. Et dans ce test, chaque hésitation compte plus qu'un tir. Le milieu du récit n'est donc pas un sommet spectaculaire, mais une translation silencieuse. La force cesse d'être décisive, la légitimité devient centrale. Les effets de cette séquence se mesurent différemment selon les acteurs, et c'est là que l'événement sort du registre symbolique. Pour l'État d'abord, la conséquence immédiate est institutionnelle. Le gel coordonné des avoirs
Et les arrestations ciblées créent un précédent opérationnel, la capacité d'agir vite de façon transversale et sous un cadrage de sécurité nationale. Cette démonstration réduit l'espace des manœuvres clandestines à court terme et renforce la coopération des administrations. L'autorité gagne en crédibilité procédurale, car elle montre que la décision politique peut être suivie d'exécution administrative sans rupture. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est ambivalent. À court terme, l'incertitude augmente. Les circuits financiers scrutent les signaux, évaluent le risque de contagion et ralentissent certaines transactions. Mais un autre effet apparaît, la séparation plus nette entre capitaux productifs et capitaux de rente politique. Le message implicite est que l'accès privilégié n'offre plus d'immunité automatique. Cette clarification peut, à moyen terme, réduire la prime de corruption et réorienter les décisions vers des règles plus lisibles. Du côté des citoyens, la conséquence est d'abord perceptive. La nuit ne se termine pas par un récit de peur, mais par un récit d'exposition. Voir des procédures engagées, des noms cités, des flux quantifiés transforme l'événement en affaire compréhensible. Cette lisibilité alimente un sentiment de participation indirecte. Les rassemblements ultérieurs, les patrouilles volontaires et la vigilance accrue ne relèvent pas d'un mot d'ordre centralisé. Ils traduisent une appropriation du récit, l'idée que la souveraineté n'est pas abstraite mais défendable par des comportements ordinaires. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent les frontières. Les partenaires observent une chose précise. Le conflit se déplace vers le terrain financier et informationnel. Cela modifie les calculs des acteurs externes, qu'ils soient étatiques ou non. Une tentative de pression qui échoue publiquement coûte plus cher qu'un statu quo. Le précédent dissuade sans proclamer. Il signale que la manipulation par le chaos peut être retournée contre ses initiateurs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un bénéficiaire personnel que comme un nœud décisionnel. Son rôle, tel qu'il est présenté, consiste à autoriser un basculement de méthode, répondre à une attaque armée par une réponse juridico-financière visible. Cette translation réduit l'attrait des solutions violentes car elle expose leur soutien matériel. Elle ne supprime pas les risques futurs, mais elle élève le coût d'entrée. L'effet combiné pour ces quatre groupes est clair. L'événement ne produit pas une stabilité immédiate et parfaite. Il redessine cependant les incitations. L'État gagne en capacité d'action, l'économie en lisibilité potentielle, les citoyens en sentiment d'agence et la région en signal dissuasif. C'est ce faisceau plus que la victoire d'une nuit qui constitue la conséquence durable. Dans le scénario de base, l'hypothèse la plus probable est la suivante. La dynamique actuelle se stabilise sans se normaliser totalement. Les procédures engagées se poursuivent. Les gels d'avoirs restent en place le temps des vérifications et l'activité institutionnelle reprend avec prudence. La pression sécuritaire demeure, mais elle est contenue par une meilleure coordination. Le récit dominant n'est plus celui d'un coup imminent, mais d'une vigilance prolongée. Ce scénario implique une gouvernance sous contrainte, avancer par ajustement, éviter les chocs, consolider la coopération administrative. Le risque principal est l'usure, car la stabilisation exige du temps et une communication régulière pour maintenir la confiance. Dans le scénario optimiste, l'exposition financière produit un effet dissuasif durable. Les réseaux identifiés se fragmentent, les soutiens hésitent et les tentatives de déstabilisation perdent en crédibilité. Les procédures visibles créent un cercle vertueux, plus de transparence, plus de coopération bancaire et une baisse des incitations à financer le chaos. La population perçoit des bénéfices concrets
non pas spectaculaire, mais tangible. Continuité des services, réduction des rumeurs, amélioration de la lisibilité économique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient le garant d'une méthode plutôt qu'un symbole personnel, ce qui réduit la personnalisation du risque politique. Dans le scénario pessimiste, la pression se déplace vers des formes indirectes. Campagne de désinformation, tensions économiques ciblées, sabotage périphérique. Les procédures s'allongent, l'attention publique se fragmente et les acteurs hostiles cherchent à recréer de l'incertitude sans confrontation frontale. Le danger n'est pas un choc unique, mais une accumulation de microcrises qui testent la résilience institutionnelle. Dans ce cas, la fatigue sociale devient un facteur déterminant et chaque retard administratif est exploité narrativement. Une recommandation de lecture s'impose. Quel que soit le scénario, une règle aide à interpréter les signaux. Observer le terrain financier autant que le terrain sécuritaire. Quand l'argent circule librement vers l'ombre, le risque augmente. Quand il est contraint et visible, la violence perd son rendement. La clé n'est donc pas de prédire l'avenir, mais d'évaluer si les incitations restent alignées avec la stabilité. Pour une première catégorie de citoyens, ceux directement exposés à l'insécurité, l'effet principal est psychologique. La visibilité des procédures et des décisions réduit l'impression d'abandon. Même sans amélioration immédiate des conditions matérielles, la perception d'un État capable d'agir modifie les comportements quotidiens. La vigilance devient collective plutôt qu'individuelle, ce qui limite la propagation de rumeurs anxiogènes. Une première piste utile consiste à privilégier l'information vérifiée et locale afin d'éviter l'amplification involontaire de récits déstabilisateurs. Un second public, plus urbain et économiquement connecté, observe surtout les signaux institutionnels. Pour ces acteurs, la question centrale est la prévisibilité. Le gel des avoirs inquiète à court terme, mais la clarté du cadrage rassure partiellement. Savoir pourquoi une mesure est prise et selon quelle logique réduit l'arbitraire perçu. Une action concrète pour ce groupe est de séparer plus strictement engagement économique et alignement politique afin de limiter l'exposition au choc narratif. Un troisième public, enfin, regarde la séquence à distance, depuis l'étranger ou la région. Leur lecture est comparative. Ils évaluent si cet épisode annonce une exception ou un modèle. Pour eux, l'enjeu n'est pas l'événement lui-même, mais sa reproductibilité. La suggestion ici est simple. Suivre les procédures dans le temps plutôt que les annonces. La continuité compte plus que l'intensité initiale. Ces trois regards convergent vers une même leçon. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit par des signaux cohérents et répétés. L'événement n'impose pas une adhésion totale, mais il crée un espace où les attentes peuvent être ajustées. C'est dans cet espace, ni euphorique ni résigné, que se joue la suite. La séquence ouvre une fenêtre d'action structurée à condition de la traduire en étapes claires. La première consiste à stabiliser l'existant. Cela implique de maintenir les gels d'avoir sous contrôle juridique, avec des revues périodiques et des notifications formelles. L'objectif n'est pas d'accumuler des sanctions, mais d'empêcher la reconstitution des circuits exposés. La mesure de succès est simple. Aucune reprise de flux non expliqués dans les réseaux identifiés. La deuxième étape vise la coordination interservices. Renseignements, justice et institutions financières doivent partager des signaux communs selon des protocoles courts. Cette coordination réduit les angles morts et accélère la décision. Elle doit être mesurée par des délais, temps de transmission, temps d'exécution, temps de communication publique. Plus ces délais se resserrent, moins l'adversaire peut exploiter l'ambiguïté. Troisièmement, il faut rendre la procédure lisible. Des points d'information réguliers, sobres et factuels
limite la spéculation. La transparence partielle est un outil de sécurité. Elle montre que l'action suit une logique et des règles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme l'initiateur d'un cadre, non comme l'arbitre permanent de chaque décision. Cette distinction réduit la personnalisation du risque. Quatrièmement, la feuille de route doit inclure la protection de l'économie ordinaire. Séparer explicitement les activités productives des circuits politiques empêche la contagion. Des garanties procédurales, même minimales, rassurent les acteurs neutres et maintiennent l'activité. Enfin, une cinquième étape concerne l'évaluation continue. Tous les 3 mois, un bilan croisé, sécurité, finances, information, permet d'ajuster sans rupture. Le critère n'est pas l'absence totale de menaces, mais leur coût croissant pour ceux qui les portent. Cette feuille de route n'élimine pas l'incertitude, elle la canalise. Elle transforme un épisode en méthode et une méthode en capacité durable. Le rappel qui s'impose n'est pas une image de victoire, mais une scène de transition, celle d'un espace qui cesse d'être fermé et d'un pouvoir qui accepte d'être vu. Le motif revient ici, la porte comme frontière. Au début, elle séparait la peur de l'autorité. À la fin, elle relie la décision à la présence. Ce déplacement résume l'épisode mieux que n'importe quel slogan. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros solitaire. Il apparaît plutôt comme le point où convergent des choix déjà mûrs dans la société. La comparaison historique, souvent évoquée, pèse lourd. Elle rappelle combien les cycles se répètent lorsque la vigilance s'émousse. Mais elle souligne aussi une différence essentielle. Cette fois, la pression ne vient pas seulement d'en haut. Elle monte, elle entoure, elle soutient. L'émotion finale n'est donc pas l'enthousiasme mais la gravité. Une gravité lucide. Celle qui naît quand une population comprend que la dignité n'est pas garantie, qu'elle se protège. Le message tient en peu de mots. La souveraineté n'est durable que si elle est partagée. Sans cela, elle reste fragile, exposée aux mêmes forces qui l'ont déjà brisée par le passé. Ce qui reste après cette séquence n'est pas une certitude confortable, mais une responsabilité diffuse. L'histoire racontée ici ne demande pas l'adhésion totale ni l'alignement automatique. Elle invite plutôt à une posture, observer, comparer, ne pas céder à la facilité des récits uniques. Dans un contexte où l'information circule vite et où la manipulation se perfectionne, cette posture devient un acte civique discret. Pour certains, cela signifie suivre l'évolution des procédures plutôt que les annonces spectaculaires. Pour d'autres, distinguer les faits vérifiables des interprétations intéressées. Pour d'autres encore, discuter sans caricaturer, accepter la complexité sans la transformer en paralysie. Ce sont des gestes modestes, mais cumulés, ils pèsent. Ibrahim Traoré, dans ce récit, n'est qu'un point de passage. L'enjeu réel dépasse un nom ou une nuit précise. Il concerne la capacité d'une société à apprendre d'un choc puis à transformer cette expérience en vigilance durable. Rien n'indique que les pressions disparaîtront. Tout indique, en revanche, que leur efficacité dépendra de l'attention collective. La question finale n'est donc pas de savoir qui a gagné cette nuit-là. Elle est plus ouverte et elle vous concerne directement. Comment une communauté choisit-elle de protéger ce qu'elle a compris à être à elle?